Madame, Messieurs, bonjour. Le stress augmente le risque d'infarctus. C'est la conclusion d'une étude européenne. 200 000 travailleurs dans 7 pays différents de l'Union européenne ont donc été observés. Et il apparaît que les personnes stressées ont un risque 23% plus élevé d'avoir un accident cardiaque. On en parle dans un instant avec nos invités. Les principaux titres du journal de 13 heures. Cette fois, tout le monde est rentré après les primaires et le secondaire. Rentré aujourd'hui du supérieur. Parmi les nouveautés cette année, le passage des études de médecine de 7 à 6 ans. Le lancement aujourd'hui également d'une campagne du service public fédéral à propos de l'énergie. Pendant 2 semaines, des experts vont sillonner 500 communes. Ils seront à disposition pour aider les habitants à mieux comparer les différentes offres des fournisseurs de gaz et d'électricité. Les manifestations se poursuivent contre le film sur l'islam jugé blasphématoire. Une manifestation violente a eu lieu ce matin à Kaboul, en Afghanistan. Et chez nous, hier soir, une trentaine de personnes ont été interpellées à Bruxelles et dans la commune de Saint-Josse. C'était il y a 25 ans la sortie d'un album mythique, le fameux Bad de Michael Jackson, le deuxième album le plus vendu au monde. Aujourd'hui, cet album ressort avec une version française du tube I Just Can't Stop Loving You. Et puis la météo, le temps sera nuageux cet après-midi, excepté en Gaume. Les températures sont comprises entre 16 et 21 degrés. Le stress et le risque d'infarctus, 2 invités avec nous pour en parler. Le professeur Christian Broet, vous êtes cardiologue aux cliniques universitaires Saint-Luc. Vous êtes professeur émérite également à l'UCL. Et le docteur Patrick Mesters, vous êtes neuropsychiatre et auteur d'un livre qui s'intitule « Vaincre l'épuisement professionnel », un livre aux éditions Lafon. Merci à tous les deux pour votre présence. Alors professeur Broet, le lien entre le stress notamment au travail, et le risque d'infarctus, c'est quelque chose qui était connu, c'est donc une nouvelle fois confirmé par cette étude. Effectivement, c'est une étude qui confirme ce que l'on savait déjà, ce que l'on pressentait, mais les choses ne sont pas toujours aussi simples. C'est vrai que beaucoup d'études avaient démontré qu'il y avait une relation, une association entre le stress au travail et les maladies cardiovasculaires. D'autres études avaient donné des résultats négatifs, inverses. Et c'est un problème de méthodologie, parce qu'il est beaucoup plus facile de mesurer les facteurs de risque classiques, un taux de cholestérol, une tension artérielle trop élevée, le tabac, que de définir exactement ce qu'est le stress professionnel. Et donc cette fois, on pourrait l'affirmer, ce lien entre le stress et l'infarctus? Alors, il y a certainement un lien entre stress et infarctus. Cette étude a montré que sur plus de presque 200 000 personnes, il y avait une augmentation du risque relatif d'environ 23%. Savoir si le stress professionnel est directement la cause de l'infarctus du myocarde, c'est plus difficile à démontrer. On pense que ce qu'on appelle le risque attribuable est d'environ 3,4%. Ça veut dire que si on arrivait à éradiquer complètement le stress professionnel, on pourrait, sur 100 infarctus, en sauver, en épargner 3,4%. Ce serait donc un facteur aggravant, c'est bien entendu pas le principal facteur qui explique l'infarctus. Bien sûr, la maladie, qui provoque l'infarctus. L'infarctus du myocarde a une cause multifactorielle. Je vous ai parlé des facteurs de risque classiques qui interviennent également, mais le stress professionnel semble quand même agir de façon indépendante par rapport aux autres facteurs, mais de façon aussi cumulative. Docteur Mesters, donc le stress au travail serait l'un des facteurs, mais qu'est-ce que ça veut dire le stress au travail? À partir de quand faut-il ou peut-on parler de stress? Mais si on interroge les gens, tout le monde va dire qu'on est stressé. Voilà, donc ici il s'agit du stress dépassé, ce qu'on appelle l'épuisement professionnel. Donc ce sont des personnes qui vont vous dire qu'ils sont épuisés. Certains diront qu'ils ne parviennent plus même à bouger le petit doigt, tellement ils sont épuisés, avec des troubles mentaux, des troubles de la concentration, de la mémoire, des douleurs, mais aussi toute une série de manifestations organiques, donc des maladies comme l'a dit le confrère Broet, des tensions artérielles qui montent, du cholestérol, des problèmes immunitaires, des problèmes cardiaques et d'autres problèmes. Donc, il y a là donc des signes, si vous voulez, au niveau du corps que tout l'organisme est dépassé par ce stress qui est lié en partie à des personnalités particulières, mais aussi à des organisations de travail particulières également. Il y a des professions ou des secteurs d'activité qui sont principalement victimes du stress? Tout à fait. Donc, en général, ce sont des personnes qui sont extrêmement dévouées pour leur travail, mais qui, si vous voulez, franchissent la ligne jaune, la ligne rouge, ils vont au-delà de leur capacité. Ce sont des gens perfectionnistes, mais ce sont aussi des gens en particulier qui sont dans des professions à risque, telles que le domaine du soin, les personnes qui sont en contact avec des clients
Les personnes qui sont dans des organisations de travail où la charge de travail est importante, où il y a une absence de reconnaissance, une perte de sens, une perte des valeurs, le travail à un moment donné n'a plus de sens. Et donc ces personnes se donnent, ils ont le nez dans le guidon et à un moment donné ils dépassent, si vous voulez, leur capacité à résister au stress. La description que vous faisiez des gens qui ne peuvent plus bouger le petit doigt, ce genre de choses, ça ressemble fort au burn-out. C'est du burn-out, c'est ce qu'on appelle l'épuisement professionnel, donc, qui se caractérise par 3 choses. Donc cet épuisement important, avec des troubles de concentration, de mémoire, les gens ne parviennent plus à conduire leur voiture, à s'occuper de leur métier, à prendre des décisions, mais il y a aussi une irritabilité, une sensibilité émotionnelle qui fait qu'ils entrent en conflit, deviennent agressifs, ce qui est un facteur de stress évidemment, et il y a une perte de satisfaction pour la profession, quoique ils adorent leur métier. Et donc le tout fait que c'est un stress au quotidien qui est parfois comporte des conséquences au niveau du corps, de la santé. Mais on peut avoir beaucoup de stress ou du stress répétitif au travail sans être en burn-out, et donc j'imagine que le stress répétitif peut aussi avoir une influence sur les problèmes Nous sommes cardiaques. d'accord, mais là vous pointez un stress qui, à un moment donné, va s'éteindre. Donc vous allez avoir une période de récupération. Tandis ici, je vous parle de personnes qui sont sur un stress chronique où il n'y a jamais d'arrêt dans le stimulus qui provoque le stress. Et à un moment donné, le corps casse. Très bien, on va passer à une première question. Une téléspectatrice, Marie-Jo Festratz. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui peuvent nous stresser, même en dehors du travail, ce qui revient à dire que nous sommes tous des cardiaques potentiels, Monsieur Broet. Est-ce qu'il faut aller jusque-là ? Ce qui est important, ce n'est pas tellement le fait qu'une situation stressante existe, c'est la façon dont nous réagissons à cette situation. Le stress peut même être positif. Il faut un certain niveau de stress. L'étudiant a besoin d'un certain niveau de stress pour se mettre réellement à étudier et à réussir ses examens. Ce qui est nocif, c'est le fait de ne plus pouvoir réagir positivement par rapport à une situation stressante qui est imposée. C'est vrai que la vie elle-même est stressante et qu'on ne peut pas y échapper. Mais tout ce qu'il faut, c'est essayer de pouvoir prendre un peu de recul, s'intéresser à des choses positives et pouvoir réagir de façon vraiment valable vis-à-vis de ces situations stressantes. Est-ce qu'il y a un facteur d'hérédité ? Je ne sais pas si le stress est héréditaire, sans doute pas. Par contre, est-ce que les problèmes cardiaques, les risques d'infarctus, est-ce qu'il y a un élément d'hérédité ? Il y a certainement, oui, il y a, de façon tout à fait évidente, un élément d'hérédité, un élément à la fois génétique et d'environnement, puisqu'on est soumis au même environnement que ses parents, donc les habitudes de vie, l'alimentation, tout ça peut jouer, mais il y a un facteur héréditaire également en ce qui concerne la personnalité. Il y a certains types de personnalités qui sont amenés à mal gérer leur stress, et il faut en tenir compte, et ça peut être en partie héréditaire. Monsieur Mesters, vous parliez du burn-out, mais sans peut-être parler du burn-out, qui est un cas extrême finalement, dans le stress. Est-ce qu'on peut s'habituer à un stress ? Est-ce qu'on s'y habitue ? Est-ce qu'à la longue, on fait davantage face à ce stress, ou c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer dans le temps ? Il est certain que l'expérience, notamment dans le milieu professionnel, qui est liée au temps que vous consacrez à votre métier au fil des ans, va vous permettre de gérer des situations qui au début étaient extrêmement stressantes d'une manière différente. Tout dépend finalement à la boîte à outils, de la boîte à outils avec laquelle vous gérez votre stress. Tout dépend, comme le disait le docteur Broet, du regard que vous avez sur le stress. Ce qui est du stress pour vous ne l'est peut-être pas pour moi et vice-versa. Mais donc, on peut, par des méthodes psychologiques, par la réflexion, par, je dirais, une gestion de son esprit, gérer son stress différemment. Donc ça s'apprend. Alors vous parliez de boîte à outils, vous pouvez nous donner quelques outils ? Bien, d'abord, il faut peut-être commencer à garder et à entretenir une bonne estime de soi, apprendre à dire non, savoir quelles sont ses limites. Comme dit le docteur Broet, avoir des zones de hobby, des zones de loisirs, un soutien familial, je dirais constructif, est un facteur protecteur contre le stress. Et puis il y a l'organisation du travail quand même, où il y a des entreprises de plus en plus qui en prennent conscience. Les responsables des entreprises, les patrons en prennent conscience davantage ? Oui, parce que ça leur coûte de l'argent. Le stress qui n'est pas géré va entraîner de l'absentéisme, des maladies notamment cardiovasculaires, de l'absentéisme qui va coûter à l'entreprise in fine. Question suivante, Sophie Doet. On entend souvent dire qu'un choc émotionnel peut aussi provoquer un infarctus. Est-ce vrai, professeur Broet ? C'est tout à fait vrai. En fait, on le sait depuis environ une dizaine d'années, et ça a été appelé par les Japonais le syndrome de Takotsubo.
Au Japon, des situations émotionnelles intenses existent, parce qu'il y a beaucoup de tremblements de terre au Japon. Pensez à Fukushima. En fait, ça ressemble à un infarctus du myocarde qui se produit souvent chez des femmes d'âge moyen. Et à la coronographie, les coronaires sont saines, sont normales. Et on pense que ce stress intense que subissent ces personnes provoque un spasme de l'artère coronaire qui se ferme et qui entraîne un début d'infarctus. Et l'infarctus survient quelques heures ou quelques minutes après le choc, ou ça peut arriver quelques jours plus tard? Dans les heures qui suivent le facteur émotionnel intense. Et heureusement, la plupart du temps, la guérison est assurée. Donc, et curieusement, vous me contredisez si je me trompe, curieusement, sans parler de choc émotionnel peut-être, il semble que l'infarctus arrive souvent quand on dort ou quand on est couché. C'est vrai, parce que souvent petit matin, parce que lorsqu'on approche du moment du réveil en dernière partie de nuit, toute une série de systèmes physiologiques sont en train d'être activés, la tension artérielle augmente, le cœur s'accélère, donc on fait plus facilement l'accident cardiaque à ce moment-là. Mais quand on interroge des gens qui ont été victimes d'un infarctus, on retrouve, en dehors de ce syndrome de Takotsubo, qui est une situation extrême, on retrouve souvent un choc émotionnel plus ou moins important dans les jours, les semaines qui précèdent. Ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être un déménagement, ça peut être un licenciement professionnel. C'est assez fréquent. Et quels sont les symptômes, s'il y en a? On parle souvent de douleur, ce sont les principaux symptômes? Oui, on peut rappeler les symptômes de l'infarctus. C'est une violente douleur, généralement dans le milieu de la poitrine, une douleur qui donne un aspect une sensation de constriction qui peut irradier vers la mâchoire, vers les bras, parfois dans le dos, mais c'est parfois également des symptômes qui sont plus discrets, un brusque essoufflement ou une perte de connaissance. Mais en général, c'est une douleur dans la poitrine, effectivement. Ce qui fait dire que toute douleur dans la poitrine inhabituelle doit automatiquement entraîner un appel vers le service d'urgence, le 112. Très bien, on passe à une question suivante. Edith Séverin, on parle de plus en plus de burn-out et de dépression. Comment expliquez-vous cela? On serait plus fragile qu'avant, M. Meisters? On est peut-être plus fragile, peut-être, les circonstances et les conditions de travail changent, mais on en parle de plus en plus aussi. Et donc, en osant en parler, on en diagnostique plus. Maintenant, il y a des gens qui faisaient des burn-out avant sans savoir ce que c'était. Voilà, qu'on a diagnostiqué souvent dépression. D'où parfois le diagnostic est très fin et c'est le médecin qui doit poser le diagnostic. C'est le médecin, notamment le médecin de famille. Est-ce que la crise, on parle souvent de la crise, est-ce que ça peut alimenter ce genre de phénomène? Mais la crise en tant que telle, oui, peut-être, mais c'est aussi l'ambiance au travail qui change, n'est-ce pas? C'est la relation qu'on a au travail et la relation qu'on a avec les collaborateurs au travail qui est en train de changer. Et c'est ça, la pression psychologique qui en résulte, qui provoque la fragilisation et probablement le burn-out. Le risque de perdre son emploi, de ne pas trouver des clients quand on est indépendant, tout absolument, ça peut jouer, tout cela contribue. Donc, il y a une chose qui est importante de garder en tête, c'est que personne n'est à blâmer, personne n'est coupable d'avoir un burn-out. Ce sont souvent des personnes de très grand talent et dévouées qui ont un burn-out. Ce sont ceux qui ont les plus grandes qualités, donc visiblement. Absolument, c'est pour ça que c'est important de s'y intéresser. Très bien, merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Demain, dans RTL+, nous parlerons des élections du 14 octobre avec cette question: le nationalisme flamand va-t-il bousculer le scrutin communal? Réponse demain avec deux nouveaux invités. Dans un instant, le journal de 13h. Les débats de la cour d'assises, en tout cas pour l'instant il n'y a pas de problème, cela se passe dans la sérénité, même si il y a bien des membres de la famille qui sont présents dans la salle.